Une seule nuit a brisé 3 siècles de traditions ottomanes sacrées et a changé le destin de 3 continents. Ce que vous allez entendre dévoile des secrets longtemps enfouis. L'histoire interdite de la façon dont une esclave de 15 ans a violé 5 lois impériales intouchables lors d'une seule cérémonie de mariage, déclenchant une révolution discrète qui entrait les empereurs pendant des générations. Son nom était Hürrem Sultan, connu en Occident sous le nom de Roxlane, la femme qui a défié des codes anciens qu'aucun souverain n'avait osé violer depuis 1326. Mais ce qui s'est passé en 1534 n'était pas simplement un mariage. C'était un coup d'État intime, mené dans les chambres cachées du palais de Topkapi en utilisant les arts de la séduction qu'elle avait maîtrisés au sein du harem impérial. Préparez-vous à pénétrer dans les mystères les plus sombres de l'histoire ottomane. Les archives du Vatican parlent de rituels, de droits clandestins et de stratégies matrimoniales qui ont transformé une captive ukrainienne en la femme la plus crainte de son époque. Chaque règle brisée n'était pas un accident, mais partie d'un plan calculé qui a donné naissance au sultanat des femmes. Un siècle et demi pendant lequel des figures voilées derrière des murs de marbre ont secrètement dirigé l'Empire. Ce que vous allez découvrir maintenant pourrait changer à jamais votre vision du pouvoir, du désir et des forces invisibles qui façonnent l'histoire. Car lorsque les chroniques louent Soliman le Magnifique, elles dissimulent une vérité bien plus troublante. Le véritable maître d'un empire, s'étendant de la Hongrie au Yémen, était une femme qu'aucun homme n'osait nommer à voix haute. Mais avant de plonger dans ce chapitre interdit, j'ai besoin d'une petite faveur. Si vous êtes aussi attiré que moi par ces secrets impériaux inédits, montrez-le en aimant cette vidéo dès maintenant. Ce petit geste m'aide à continuer à déterrer les ombres les plus sombres de l'histoire. Et c'est ici que vous décidez de la suite. Laissez dans les commentaires le nom de n'importe quelle reine, impératrice ou femme noble dont vous voulez que l'histoire interdite soit exposée. Celle qui aura le plus de mentions guidera notre prochaine plongée dans les chambres cachées de l'histoire. Sera-ce une trahison, une vengeance ou un récit de passion brute? Ce choix vous appartient. Et si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous et activez les notifications, car ce qui suit sur Hürrem vous laissera sans voix. L'année était 1520. Soliman monta sur le trône ottoman, héritant d'un empire qui s'étendait sur 3 continents et dominait les routes commerciales les plus riches de la terre. Constantinople, aujourd'hui Istanbul, était l'épicentre de la puissance islamique où les épices de l'Inde, les trésors d'Afrique et les soies d'Asie convergeaient tous. Pourtant, dans les halls étincelants de Topkapi, des traditions anciennes maintenaient un ordre fragile. La première était la règle sacrée d'une concubine, un fils, une loi qui assurait qu'aucune mère ne pouvait s'élever au-dessus des autres. La deuxième, aucun sultan ne pouvait épouser une esclave, car les unions impériales étaient réservées aux princesses de cours étrangères. La troisième, aucune femme n'était jamais autorisée à résider à Topkapi, siège du gouvernement pour garder la politique intacte du désir. La quatrième, des titres rigides, définissaient chaque rang au sein du harem, jamais à altérer. Et la cinquième, les femmes étaient strictement interdites des conseils de guerre, de diplomatie ou d'affaires d'État. Pendant des siècles, ces 5 codes avaient protégé l'empire du chaos, des vendettas sanglantes et des guerres fratricides. Mais en 1521, tout commença à s'effondrer. Cette année-là, une jeune fille ukrainienne de seulement 15 ans fut amenée dans le harem impérial. Capturée lors de raids tatars sur la Ruthénie, elle fut vendue
sur les marchés aux esclaves de Kaffa, avant d'être livrée à Hafsa Sultan, la mère de Soliman. Personne n'aurait pu deviner que cette adolescente aux cheveux roux et aux yeux perçants allait renverser chaque loi sacrée et transformer à jamais l'équilibre du pouvoir ottoman. Son nom de naissance était Alexandra Anastasia Lisovska, fille d'un modeste prêtre orthodoxe à Rohatyn. Ses premiers jours étaient remplis de prières et de leçons de broderie, ne laissant rien présager de la tempête à venir. Mais lorsque des cavaliers tatars déferlèrent sur son village, elle fut arrachée à sa famille et jetée dans le monde brutal de l'esclavage. Sur les marchés de Kaffa, les marchands appréciaient sa peau pâle, sa beauté slave, et par-dessus tout, ses cheveux roux flamboyants, une rareté qui augmentait sa valeur. Pourtant, ce n'était pas seulement son apparence. Son esprit vif et son port gracieux la distinguaient. À Istanbul, la valide sultane Hafsa reconnut rapidement son potentiel. Pendant des mois, Alexandra fut formée sans relâche. Elle apprit l'ottoman, le turc, le persan et les bases de l'arabe. Elle maîtrisa l'étiquette de la cour, la musique, la danse et surtout les arts raffinés de la séduction qui transformaient les concubines en instruments de pouvoir. Sa transformation fut complète lorsqu'elle reçut un nouveau nom, Hurrem, signifiant « celle qui apporte la joie ». Cela marqua non seulement sa renaissance, mais son entrée dans le jeu le plus dangereux de l'Empire. Soliman lui-même, à seulement 26 ans, était monté sur le trône en tant que poète et guerrier, mêlant éducation classique et talent militaire. Les envoyés européens le décrivaient comme grand, raffiné, avec un nez aquilin, des yeux perçants et une autorité tranquille. Son amour pour la poésie et les arts le distinguait de ses prédécesseurs, et en 1521, lorsque son regard croisa pour la première fois celui de Hurrem, aucun des deux ne pouvait imaginer que leur union allumerait une révolution destinée à remodeler l'Empire. Elle portait l'acier de la survie. Ils détenaient un pouvoir absolu. Ensemble, ils allaient écrire le chapitre le plus interdit de l'histoire ottomane. L'hiver 1533 marqua le début de préparatifs enveloppés d'un secret absolu. Aucun chroniqueur officiel n'osa les enregistrer. Pourtant, des fragments de lettres diplomatiques et de témoignages uniques révèlent l'ampleur de ce qui allait se produire. Hurrem avait passé 13 ans non seulement à sécuriser la dévotion de Soliman, mais aussi à perfectionner une stratégie conçue pour abattre les fondations mêmes de l'ordre ottoman. La première violation avait été préparée depuis des années. Alors que la coutume dictait que les concubines n'enfantent qu'un seul fils avant d'être mises de côté, Hurrem brisa cette loi encore et encore. Mehmed en 1521, Mihrimah en 1522, Selim en 1524, Bayezid en 1526, suivi de Cihangir. Chaque enfant représentait un acte de défi contre le principe sacré destiné à empêcher qu'une seule femme détienne un pouvoir dynastique. Traditionnellement, une fois qu'une concubine avait donné naissance à un fils, elle n'était plus jamais appelée au lit du sultan. Hurrem brisa ce précédent, monopolisant la lignée de Soliman après que Mustapha, le fils de Mahidevran, eût été exilé pour gouverner une province distante. Des murmures se répandirent dans le harem. Eunuchesses et vizirs alike virent le danger dans son influence croissante. Le grand vizir Ibrahim Pacha, l'allié le plus proche de Soliman, avertit à plusieurs reprises contre le pouvoir concentré chez cette femme slave. Dans des lettres secrètes, il mettait en garde qu'elle menaçait l'équilibre de la dynastie elle-même. Pourtant, Hurrem était toujours un pas en avance. Sa force résidait non seulement dans ses enfants, mais dans sa maîtrise de la psychologie. Dans les heures les plus intimes de Soliman, elle offrait non seulement de l'affection,
mais des conseils politiques, enveloppés dans une séduction irrésistible. Au fil du temps, le sultan commença à la consulter avant de prendre des décisions d'État. Les ambassadeurs étrangers observaient avec incrédulité. L'envoyé vénitien Bernardo Navagero écrivit en 1533 « Cette femme d'origine barbare exerce plus d'influence sur Sa Majesté impériale que n'importe quel conseiller. Aucune décision n'est prise sans elle. » Sa deuxième violation exigea une audace sans précédent. Depuis le règne d'Orin au XIVe siècle, aucun sultan ottoman n'avait épousé une concubine. Les mariages royaux étaient réservés aux princesses étrangères, jamais aux esclaves. Pourtant, Hürrem résolut de changer cela. D'abord, elle élimina son plus grand obstacle. Hafsa Sultan, la mère de Soliman, est la seule femme assez puissante pour s'opposer à elle. Les registres officiels prétendirent qu'elle mourut de maladie en 1534, mais des médecins du palais suggérèrent plus tard des signes d'empoisonnement lent à l'arsenic. Avec Hafsa partie, Hürrem s'attaqua à Ibrahim Pacha lui-même. Une campagne de murmures le dépeignit comme ambitieux, voire traître, érodant progressivement la confiance de Soliman. En même temps, Hürrem resserra son emprise sur les émotions de Soliman. Elle alternait fragilité et loyauté farouche, menaçant de quitter le palais si sa position restait insécure. Soliman, lié à elle par plus que le désir, céda. Les préparatifs du mariage commencèrent en secret, un scandale en soi. Parce que la loi interdisait l'union d'une esclave avec un sultan, des érudits furent persuadés d'approuver une faille. Hürrem serait formellement affranchi par décret impérial le jour même du mariage. Techniquement légal, mais pour la vieille garde, c'était rien de moins qu'une hérésie, une esclave élevée au rang d'impératrice. La troisième violation vint avec son déménagement de l'ancien palais à Topkapi lui-même, le cœur politique battant de l'Empire. Depuis la conquête de Constantinople, les femmes du harem étaient interdites de résider dans les halls du gouvernement, une loi destinée à séparer passion et politique. Pourtant, en 1534, un incendie suspect fut rapporté à l'ancien palais, justifiant commodément la relocalisation de Hürrem. Des enquêtes ultérieures ne trouvèrent aucune preuve de dommages sérieux. L'incendie était probablement mis en scène, une excuse pour sa présence permanente à Topkapi. De ces nouveaux appartements, Hürrem gagna quelque chose qu'aucune femme avant elle n'avait possédé, un accès direct au pouvoir. Des fenêtres à barreaux spécialement construites lui permettaient d'observer les réunions du Conseil impérial. Des passages secrets reliaient ces chambres à celles de Soliman, permettant des discussions privées pendant les sessions d'État. Ces tunnels, découverts des siècles plus tard, révélaient la précision architecturale d'une conspiration conçue pour tisser son influence dans la structure même du palais. La quatrième violation fut encore plus audacieuse. L'invention d'un titre entièrement nouveau dans la hiérarchie ottomane, un jamais accordé à aucune femme du harem. Le titre Aseki Sultan n'existait pas dans la tradition ottomane. Hürrem avait besoin d'un rang qui l'élèverait au-dessus de chaque concubine, princesse impériale et même des épouses de vizirs. Un sans précédent que ses ennemis ne pouvaient utiliser contre elle. C'était un acte brillant d'invention politique. Aseki venait du persan, signifiant la favorite unique. L'ajout de sultan, un mot autrefois réservé aux royaux masculins, lui donnait une autorité égale à celle des impératrices couronnées d'Europe. Pour une ancienne esclave, c'était impensable. Les érudits du palais se penchèrent sur des manuscrits, tordant des textes classiques en justification théologique pour ce nouveau titre audacieux. Les documents conservés dans la bibliothèque du palais
révèlent à quel point ces arguments étaient tendus et radicaux, exposant les acrobaties intellectuelles nécessaires pour légitimer ce que la tradition interdisait. Mais la violation la plus audacieuse de Hurrem était encore à venir, sa participation directe au gouvernement de l'Empire. Les femmes du harem avaient toujours été confinées à la reproduction et au divertissement. Leur voix scellée, loin de la politique, de la guerre et de la diplomatie. Hurrem démolit cette barrière. À travers des eunuques, des concubines triées sur le volet et des serviteurs corrompus, elle construisit un réseau d'informations secrets qui rivalisait avec les services de renseignement de l'Empire. Aucune intrigue, aucune alliance, aucune trahison ne lui échappait. Armée de ce réseau, elle anticipait les conspirations avant qu'elles n'éclatent, identifiait les faiblesses parmi les rivaux et murmurait à Soliman des stratégies qui façonnaient le destin des nations. Les ambassadeurs étrangers réalisèrent bientôt la vérité. L'accès au pouvoir ottoman nécessitait de gagner Hurrem elle-même. L'envoyé français écrivit en 1541 « Celui qui cherche la faveur du grand Turc doit d'abord sécuriser la bienveillance de sa sultane, car aucune décision n'est prise sans elle. » La nuit du mariage arriva enfin, sa date exacte effacée des chroniques officielles. Pendant 13 ans, elle avait manœuvré pour ce moment, et maintenant, l'Empire retenait son souffle. La cérémonie fut contrairement à tout ce qui avait été vu auparavant. Des joailliers byzantins, des parfumeurs arabes et des maîtres de la mode impériale la préparèrent en secret, transformant une fille esclave en une figure de majesté impériale. Des trésors, autrefois réservés aux princesses dynastiques, l'ornaient, tandis que la cérémonie elle-même fusionnait rituel islamique et pompe impériale byzantine, une union symbolique de culture et une déclaration claire qu'elle avait redessiné les règles mêmes du pouvoir. Chaque geste, chaque vœu portait un poids bien au-delà du mariage lui-même. Ceux présents comprenaient qu'ils assistaient non seulement à un mariage, mais à un bouleversement constitutionnel. Les chambres nuptiales, décorées avec une opulence surpassant même les couronnements, devinrent la scène où des frontières légales, religieuses et politiques furent toutes brisées en même temps. Pourtant, au-delà du rituel, la nuit scella sa domination. Après cette union, aucune grande décision ne la contournerait. Les heures qui suivirent ne concernaient pas seulement l'intimité, mais la stratégie. Ensemble, Hurrem et Soliman planifièrent des réformes, des politiques de succession et des façons de faire taire la réaction qui allait éclater à travers l'Empire. Des espions vénitiens rapportèrent l'événement avec confusion d'abord, le qualifiant d'excentricité du sultan. Ce n'est que plus tard qu'ils réalisèrent que ce n'était pas de la romance, mais une révolution déguisée en mariage. La transformation fut immédiate. Les 5 transgressions de Hurrem secouèrent l'Empire comme un tremblement de terre, altérant l'équilibre du pouvoir sur 3 continents. La première conséquence frappa la stabilité dynastique elle-même. En brisant la règle d'une concubine, un fils, elle créa une crise sans précédent. Avec plusieurs de ses enfants positionnés contre Mustapha, le fils aîné de Mahidevran, la menace d'une guerre fratricide plana sur la dynastie. Mahidevran, autrefois la consort favorite du sultan et mère de l'héritier présumé, subit une chute rapide et brutale. Les archives montrent que son allocation fut réduite, ses chambres réassignées et son entourage dispersé. Des lettres découvertes plus tard de sa main révèlent son désespoir d'être poussé dans l'irrélevance, tout en réalisant que son fils Mustapha affrontait désormais des rivaux soutenus par une mère bien plus puissante qu'elle. La campagne de Hurrem
contre Mustapha devint son jeu le plus dangereux. Pendant plus de 2 décennies, elle mena une campagne de diffamation impitoyable, empoisonnant lentement la confiance de Soliman en son propre fils. Étape par étape, elle prépara le terrain pour une lutte qui plongerait l'Empire dans le sang. Le coup le plus mortel de Hurrem vint des ombres du palais. Utilisant son réseau d'espions, elle planta des preuves forgées selon lesquelles le prince Mustapha, le fils aîné de Soliman et commandant adoré des janissaires, conspirait avec les ennemis jurés de l'Empire, les Safavides. La tromperie atteignit son apogée en 1553, pendant la campagne persane de Soliman. Avec son allié Rustem Pacha, désormais grand vizir grâce à son mariage avec la fille de Hurrem, Mihrima, elle produisit des documents si parfaits qu'ils portaient même le sceau personnel de Mustapha, volé par corruption de ses secrétaires. Convoqué dans la tente de son père sur les plaines de Konya, Mustapha entra, faisant confiance à la garantie ancienne de sécurité accordée au prince lors d'audiences familiales. Mais derrière les rideaux de soie, les exécuteurs muets attendaient. Dans cet espace étouffant, ils le saisirent avec des cordes d'arc, strangulant l'air, tandis que Soliman lui-même restait immobile, regardant la vie s'écouler de son fils aîné. L'Empire trembla. Les chroniqueurs enregistrèrent des soulèvements de janissaires en protestation contre leur commandant assassiné. Des révoltes qui durent être écrasées avec une force brutale, affaiblissant temporairement la force ottomane sur plusieurs fronts. En Europe, les cours réagirent instantanément. Charles Quint, Ferdinand Ier d'Autriche et François Ier recalibrèrent leur politique, calculant comment l'instabilité ottomane pourrait être exploitée pour reconquérir des terres ou forger de nouvelles alliances. Mais la mort de Mustapha n'était que la première onde de choc. De là découlèrent 5 transformations monumentales qui remodelèrent l'Empire. Premièrement, le mariage de Soliman avec Hurrem établit un précédent qui brisa des siècles de coutumes dynastiques. Désormais, les souverains ottomans ne seraient plus liés à des unions avec des princesses étrangères. À partir de là, des concubines esclaves pouvaient être élevées à des épouses impériales légitimes. L'équilibre du pouvoir avec l'Europe changea. Les mariages royaux n'étaient plus des outils de diplomatie. La propre belle-fille de Hurrem, Nurbanu Sultan, d'origine vénitienne et autrefois esclave elle-même, fut la première à en bénéficier, revendiquant le titre de Haseki et continuant la révolution commencée par sa belle-mère. Les ambassadeurs à travers l'Europe durent réécrire leurs manuels. Le pouvoir ne résidait plus uniquement chez le sultan et ses vizirs. Comme l'avertit l'envoyé vénitien Marino Cavalli en 1560, ceux qui s'accrochent aux anciennes méthodes se retrouveront exclus de la véritable influence. Il faut désormais courtiser à la fois le harem et le divan. Deuxièmement, Hurrem brisa les murs de Topkapi lui-même. Pendant des siècles, le harem avait été séparé de la machinerie du pouvoir. Mais sa résidence permanente dans le palais créa des canaux d'influence sans précédent. Des architectes construisirent des passages cachés et des chambres secrètes qui lui permettaient d'observer les conseils impériaux, installant même des dispositifs primitifs pour porter les murmures à travers les murs. Les ministres ne savaient jamais si leurs mots étaient entendus par la sultane ou ses espions. La paranoïa, ainsi créée, tordit la culture de la cour en un système précoce de surveillance politique, précurseur de la sécurité d'État moderne. Troisièmement, l'invention du titre Haseki Sultan éleva définitivement le rang des femmes impériales. Une fois unique à Hurrem, il devint une arme utilisée par des consorts ultérieurs comme Safiye, Kösem, Turan, pour saisir une autorité égale à celle
des vizirs et princes. Les cérémonies de cour, les structures financières et les hiérarchies durent être réécrites pour accommoder ce nouveau pouvoir. Turan Sultan, par exemple, touchait un revenu de 2000 aspres par jour, rivalisant avec des gouverneurs provinciaux et des budgets militaires entiers. Avec cela, elle construisit des mosquées, des hôpitaux, des écoles et des cuisines qui rivalisaient avec les plus grands ouvrages des sultans régnants, étendant l'influence ottomane par des fondations charitables qui atteignaient Jérusalem, la Mecque et les Balkans. Ces dotations fonctionnaient comme des ambassades ombres, une diplomatie déguisée en piété. Quatrièmement, son rôle de conseillère politique directe brisa le dernier tabou. Hurrem s'engagea dans l'élaboration des politiques elles-mêmes, établissant le précédent que les historiens appellent le sultanat des femmes. Pendant près de 2 siècles, mères, épouses et sœurs de sultans exerceraient une influence ouverte ou secrète sur les décisions impériales. Des lettres conservées dans les archives européennes révèlent la correspondance de Hurrem avec Sigismond II de Pologne et des princes allemands, où elle négociait des alliances parallèlement à la diplomatie officielle. Elle utilisait son origine slave pour forger des liens avec des leaders orientaux, tout en affirmant son autorité dynastique en tant que mère de futurs souverains. Chacune de ces révolutions naquit de cette seule nuit où une concubine esclave défia 5 siècles de tradition, assista à l'étranglement d'un prince et plia un empire à sa volonté. L'ombre de Hurrem s'étendit bien au-delà de sa vie. Les négociations secrètes qu'elle mena sur des échanges de prisonniers, des accords commerciaux et des alliances matrimoniales surpassaient souvent les diplomates officiels de l'Empire. Pourtant, même elle ne pouvait prévoir à quel point sa révolution s'enracinerait profondément dans la politique ottomane. Ses successeurs immédiats saisirent le chemin qu'elle avait tracé. Nurbanu Sultan et Safiye Sultan étendirent le pouvoir féminin au sein du palais, tandis que des sultans mineurs ou faibles voyaient leur mère, les valides sultans, intervenir comme dirigeante de facto. Kösem Sultan, la plus redoutable de toutes, dirigea la nomination de grand vizir, commanda des offices provinciaux et décida même des stratégies militaires sur plusieurs fronts. Elle exerça une telle autorité qu'elle ordonna la déposition et l'exécution de sultans qui menaçaient la survie de sa dynastie. Cette ascension féminine ne fut pas sans résistance. Les ulémas conservateurs tonnèrent contre la corruption de la tradition, dénonçant l'intrusion des femmes dans des domaines masculins. Des traités survivent de cette époque, débordant d'outrages contre ce qu'ils voyaient comme un sacrilège contre l'ordre islamique. Pourtant, le système perdura. Les campagnes militaires continuèrent à réussir. Les finances impériales tinrent bon et l'administration provinciale fonctionna sans heurts. L'efficacité pratique fit taire de nombreux critiques. Ce qui avait commencé comme un scandale se durcit bientôt, en réalité accepté. À l'étranger, l'Europe s'adapta. D'abord perplexes, les cours étrangères finirent par accepter les femmes comme acteurs essentiels de la politique ottomane. Les ambassadeurs commencèrent à apporter des cadeaux spécifiquement conçus pour les sultanes, les reconnaissant comme acteurs légitimes de l'État. Ce changement diplomatique eut des effets en cascade à travers l'Europe. Les reines de France, d'Autriche et d'Espagne observaient avec envie, tandis que leurs homologues ottomanes pliaient des empires à leur volonté, et certaines expérimentèrent tranquillement des tactiques similaires dans leur propre sphère. L'héritage de Hurrem remodela aussi le paysage culturel. Son patronage architectural à Istanbul et Jérusalem combina foi, charité et politique en monuments d'autorité féminine. Ces complexes, mosquées, écoles, cuisines et hôpitaux
projetait une permanence, annonçant que le pouvoir des femmes dans le monde ottoman n'était pas une anomalie passagère, mais une force à respecter. Sa mort, en avril 1558, 8 ans avant celle de Soliman, mit fin à son règne physique, mais pas à sa révolution. Son mausolée, à côté de la mosquée qu'elle avait dotée, devint un site tranquille de pèlerinage pour les femmes cherchant l'inspiration de ses triomphes. Les inscriptions trilingues sur sa tombe, en arabe, persan et turc ottoman, louaient ses réalisations d'une manière inimaginable pour une fille esclave une génération plus tôt. Soliman, brisé par sa perte, décréta qu'aucune autre femme n'habiterait jamais ses chambres à Topkapi. Cet ordre tint jusqu'à la dissolution de l'Empire en 1922, un monument silencieux à la singularité de son règne. Pourtant, la machinerie qu'elle avait construite perdura. Ses successeurs héritèrent de ses titres, de ses structures de revenus et de ses précédents. Par la beauté, l'intelligence, la fertilité et un calcul impitoyable, elle avait plié de façon permanente l'un des empires les plus conservateurs du monde. Les historiens la voient désormais à la fois comme stratège et architecte d'une révolution politique. Pourtant, la question persiste. A-t-elle ouvert une voie pour les femmes en général ou seulement sécurisé le pouvoir pour elle-même et sa lignée? La vérité est nuancée. Les victoires de Hurrem étaient égoïstes, mais les portes qu'elle a forcées ne purent plus jamais être scellées. Elle laissa aux futures femmes de la dynastie des opportunités qu'elles n'auraient jamais rêvées sous l'ancien ordre. Son héritage fut rien de moins que sismique. Les 5 traditions qu'elle brisa lors de sa nuit de mariage devinrent les 5 piliers d'une nouvelle réalité politique qui perdura pendant des siècles. Elles prouvèrent que même dans les systèmes les plus rigides, l'intelligence, la patience et l'audace d'une seule femme pouvaient refaçonner le monde. Hurrem Sultan ne s'est pas simplement assuré sa propre survie. En 1534, elle réécrivit les règles de l'Empire, changeant les destins de générations. Et ceci n'est qu'une histoire. Les archives d'Europe et d'Asie dissimulent bien des secrets plus sombres, des trahisons qui renversèrent des royaumes, des passions murmurées qui déclenchèrent des guerres et des conspirations qui changèrent des continents. Si vous avez été captivé par la façon dont une adolescente esclave est devenue l'architecte de 2 siècles de politique ottomane, imaginez ce qui se cache dans les ombres d'autres cours, reines, consorts et impératrices qui plièrent des rois à leur volonté. Leurs secrets attendent. Alors, abonnez-vous, activez la cloche et rejoignez-moi chaque semaine, tandis que je déterre les mystères les plus explosifs de l'histoire. Partagez cette histoire et dites-moi dans les commentaires quelle reine ou impératrice vous voulez voir révélée ensuite. L'histoire a toujours murmuré ses secrets les plus sombres. La seule question est, êtes-vous prêt à les entendre?